Bonjour à tous. Je suis André Nejour. Je suis un nouveau professeur à l'école d'architecture de la faculté d'aménagement à l'Université de Montréal. Je suis architecte, éducateur et chercheur en conception numérique et générative et je suis également développeur de logiciels. Je suis récemment devenu membre du CRIR et je souhaite devenir membre inter. Et la raison de ma présentation maintenant, c'est mon intérêt pour la conception sur le corps et plus particulièrement pour les dispositifs médicaux personnalisés comme les orthèses. Euh, Mon intérêt pour la conception des produits portables a commencé en 2018 dans le cadre d'une collaboration avec un start-up belge qui cherche à changer la façon dont les orthèses sont créées et fournies aux patients. Il travaille sur un pipeline de création cherchant à éliminer le plâtre et à le remplacer par une orthèse en plastique imprimée en 3D soutenue par un processus de construction numérique. Voici une de leurs vidéos de production. La société Sventis utilisait une extension de numérisation pour un iPad afin de scanner le membre d'un patient en utilisant le scan. Il crée dans un environnement CAO un modèle d'orthèse et l'imprime en 3D. Ensuite, ils envoient aux patients, aux médecins, à l'hôpital selon l'ordonnance. Ils mettaient en œuvre un modeste degré de euh, automatisation dans le processus de modélisation en utilisant divers euh, outils numériques tels que le Mesh Mixer, Rhino ou Maya. Et l'ensemble du processus, tous les Excellent. processus de création pouvaient durer 24 à 60 heures jusqu'à l'orthèse a été envoyée au patient. Ma première collaboration avec eux a consisté à augmenter le degré d'automatisation dans la partie modélisation du pipeline. J'ai commencé à développer un ensemble d'outils basés sur l'application Rhino 3D et l'environnement de script visuel Grasshopper qu'ils utilisaient déjà. L'objectif était de réduire au minimum le travail requis d'un technicien en modélisation et donc d'augmenter la productivité et de réduire le délai de livraison. Dans les diapos suivants, je vais montrer les principales étapes que j'ai mises en œuvre pour la construction automatique d'une orthèse de bras construit pour une fracture distale. Tout d'abord, le scan de base est nettoyé et importé dans l'application de modélisation. Le processus de nettoyage permet de réduire les problèmes de génération de géométrie par la suite. Les limites de l'orthèse sont contrôlées par le technicien en CAO via un ensemble d'objets plans dans l'environnement de modélisation. Et aussi, et le choix de sous-surface de génération est basé sur les limites imposées par les plans que vous avez ici sur ces diapos. Et par un ensemble de courbes de contrôle présentées en vert sur les diapos, les surfaces de génération, la surface de génération est en fait un sous-ensemble des faces issues de numérisation du bras. La zone de travail ou de génération est peuplée d'un ensemble de points quasi aléatoires. Les points sont en fait des phases de maillage choisies au hasard. Les points ont une distribution uniforme qui signifie que l'algorithme prend soin de ne pas avoir des groupes trop denses. Les points sont également générés aux limites de la zone de génération. Après, un algorithme de croissance se développe alors à partir des points de départ et commence à créer des groupes. Les groupes présentés ici sont codés par couleur pour une meilleure visibilité. Les groupes s'agrandissent et jusqu'à ce qu'ils consomment toutes les faces disponibles sur les maillages de base. L'algorithme
enregistrer alors leurs limites et construire un modèle de ligne basé sur les frontières. Les modèles de lignes basés sur les limites des groupes est transformé en une série de cellules polygonales. Les limites des cellules sont décalées vers le centre pour donner de la surface aux cellules et aussi laisser quelques trous de respiration dans les modèles. Les surfaces des cellules jointes sont extrudées à partir de la numérisation des bases pour créer un volume à peu de polygones. Un algorithme de lissage est utilisé pour se débarrasser des bordures. Il ajoute des faces supplémentaires à l'objet et fait la moyenne des vertices, ce qui permet à se débarrasser des angles aigus. Ici, une autre vue sur ce diapo, ici une autre vue de l'orthèse terminée et voici quelques vues de l'objet sans la numérisation des bases. Ce modèle, par contre, n'a pas de boucle de ceinture qui sert à sécuriser l'orthèse sur les bras. L'orthèse sera ajustée en fonction de la flexibilité de l'objet imprimé en 3D. Le procédé d'impression en 3D utilise soit de l'acide polylactique, alors PLA, soit du polypropylène, PP. Le flux de travail peut être utilisé pour générer des orthèses sur n'importe quel type de numérisation, à condition de respecter un ensemble minimal de critères. Nous pouvons également voir sur cette diapo un aperçu du script Grasshopper. Remarquez les nœuds plus grands. Il contient un code en C# personnalisé qui gère les opérations décrites dans les diapos précédents. Et ici, nous voyons comment le processus fonctionne en direct. Ce qui n'est pas montré, c'est le travail du technicien CAO qui cherche à faire fonctionner le script pour cette série particulière de numérisation. En général, c'est la partie la plus délicate du processus. Une personne spécialisée est nécessaire vraiment pour s'occuper de l'ajustement. Le processus dépend d'une application CAO. Alors, commercial qui a une courbe d'apprentissage assez raide. Cela réduit le travail du technicien de l'hôpital, mais ajoute une autre personne dans le flux de travail. L'étendue de ma collaboration avec Spentis et l'ambition de la société était de fournir des points de soins autonomes dans les hôpitaux. Ces POC, ou Point of Care, sont constitués d'un appareil de numérisation, l'iPad, l'extension de numérisation, une solution de personnalisation de l'orthèse basée sur la numérisation et une imprimante 3D. Cela peut donner à l'hôpital l'autonomie nécessaire pour produire ses propres orthèses en plastique en plusieurs heures. Le problème était qu'une solution d'adaptation 3D utilisable par un technicien médical, alors un technicien sans compétences préalables en modélisation 3D, était nécessaire. Cette solution devrait idéalement fonctionner sur le même appareil que celui qui est utilisé pour la numérisation, donc l'iPad. Alors, j'ai proposé que nous utilisons Unity, qui est un moteur de jeu produit ici à Montréal, qui a la capacité d'encapsuler le flux de travail, proposer ces algorithmes créés sur mesure dans une application autonome. Alors, c'est tout encapsulé dans une application autonome. Cette application peut être compilée pour fonctionner dans de nombreux environnements comme Windows, Linux, Android, les navigateurs web, les appareils iOS et bien d'autres. C'est possible. L'application peut être fournie avec une interface personnalisée, ce qui le rend suffisamment facile à utiliser pour une personne sans compétences techniques et numériques. Après la numérisation du membre du patient, je pense que je manquais un. Non. Alors, je veux dire qu'après la numérisation du membre du patient et un traitement automatisé du maillage, le technicien médical va présenter cette interface. En quelques étapes, il ou elle peut personnaliser un design et générer un modèle en 3D prêt à être imprimé.
Je vais présenter les principales étapes de l'application dans cette diapo et quelques diapos suivants. Dans la première étape, l'utilisateur positionne un nombre de 4 sections clés le long de l'axe du bras. L'application les prépositionne quand même, mais selon la pose de la numérisation des bras, certains ajustements peuvent être nécessaires. Une courbe de la base du pouce, généralement, ça c'est généralement une zone problématique, peut également être repositionnée. Euh, OK. Après, dans la deuxième étape, des éléments de surface sont créés sur la base des sections. Les éléments sont des bandes de surface contrôlées par une courbe centrale. Afin de simplifier l'interaction avec l'application, un ensemble de contrôles généraux de morphing est implémenté dans cette version. Les déplacements des sphères jaunes déforment l'ensemble du motif sur les bras de base. Et vous avez ici les sphères jaunes sur les diapos. Cependant, dans certaines zones plus sensibles, les bandes peuvent être déformées individuellement. En les cliquant, on expose une série de sphères de contrôle qui peuvent être déplacées par les touchés. Vous pouvez également voir ici que la largeur de la bande sélectionnée, ici, vous avez sur les diapos, peut être ajustée à l'aide d'un curseur. It's element width ici. Dans la troisième étape, les différentes bandes de surface sont assemblées et extrudées. L'épaisseur du volume est contrôlée par un glisseur. Si les modifications sont nécessaires, des modifications sont nécessaires, les étapes précédentes peuvent être réexaminées. Cette étape comprend aussi l'ajout de boucles de ceinture, sont présentées ici et sélectionnées en rouge. Les boucles sont modifiables aussi à l'aide de même commandes sphériques activables par touche. Le volume final est créé en subdivisant et en lissant les modèles de l'étape précédente. À cette étape, les modèles peuvent être envoyés pour être préparés à l'impression 3D dans la ligne de production de l'entreprise. Ou si ça se passe à l'hôpital, ça peut être directement imprimé en utilisant l'imprimante de cette point of care. Voici, on a une autre vue du modèle. La numérisation de base et les modèles créés peuvent être visualisés par on, tilt et scroll. En utilisant les commandes tactiles de l'application, et le panneau informe l'utilisateur sur les dimensions globales de l'orthèse. En appuyant sur Finish, le modèle est envoyé à la file d'attente d'impression 3D. J'ai dit déjà ça. Et voici une petite démonstration de l'application. Ça a été enregistré à partir d'une version web. L'application principale a été testée sur iPadOS et aussi sur Android. Et vous pouvez voir ici toutes les étapes pertinentes. Alors, section, la première étape, le band, maintenant sur l'écran. Après, le volume et après le lissage. Vous avez aussi un lien web sur l'écran ici vers une version de test qui est disponible sur mon site web. Oui. Et après, je vais vous présenter l'orthèse finie. Ici, l'utilisateur change le boucle de ceinture. Ici, il va un peu en arrière pour changer quelque chose sur les bandes. Et après, change l'épaisseur, la partie de lissage. Quand le modèle est fini, est prêt pour être imprimé. Oui. Et ça, c'est déjà prêt.
Oui. Bon. Euh, oui, voici certains modèles imprimés sur des imprimantes FDM. Alors, cette technique est prêtable pour une imprimation qui est très bon marché. Un de ces prototypes ne coûte que 20 à 30 ou 40 dollars. J'essaie ici à transformer le zéro en dollars canadiens. Un cycle normal pour une telle impression peut s'entendre sur plus de 10 heures d'imprimation. Les impressions nécessitent un peu de post-traitement pour enlever le surplus de matériaux. Et maintenant, l'entreprise teste d'autres imprimantes qui sont beaucoup plus rapides, qui peuvent produire un tel modèle dans 2 heures et demie. Euh, bon, euh, s'il nous reste un peu de temps, j'aimerais parler d'un autre de mes intérêts de recherche, c'est la fabrication à partir de feuilles plates pour des formes complexes. Dans le cadre de cet intérêt de recherche, j'ai créé un logiciel qui s'appelle Ivy pendant un postdoc à University of California at Berkeley. Eevee est un plugin pour l'environnement de conception générative Grasshopper dans l'application CAO populaire Rhino 3D. Eevee permet une approche visuelle basée sur les graphes pour la segmentation des maillages à des fins de conception générative, y compris la fabrication de n'importe quelle forme en utilisant des stratégies de matériaux en feuille. L'une des utilisations de cet ensemble d'outils, incluant l'add-on, est la segmentation des géométries complexes en parties logiques raisonnables. C'est généralement très difficile à réaliser ce truc avec des outils conventionnels. Cela est utile pour la détection des caractéristiques et la séparation des pièces dans les géométries organiques utilisées dans la conception des soins de santé, par exemple. Un autre ensemble d'outils très important qui fait partie de la même application est utilisé pour le dépliage des maillages pour la fabrication à partir de matériaux plats, une feuille. Vous voyez ici une stratégie de strippage pour un maillage complexe et une animation du dépliage dans quelques secondes. L'application peut également prendre en charge la gestion des pièces pour une reconstruction ultérieure. Ça veut dire ajouter du texte, euh, déposer toutes les pièces dans une feuille pour la découpe, etc. L'application compte un grand nombre d'utilisateurs dans la communauté Rhino, Grasshopper, et plus de 30 000 utilisateurs dans le monde entier. Les étudiants l'utilisent pour le modélisme, la recherche sur les propriétés de matériaux, les comportements en flexion. Par exemple, voici sur cette diapo quelques travaux réalisés par des utilisateurs dans le monde entier. Et grâce à cette expérience en matière de génération et de fabrication, j'ai récemment proposé un couvre-visage pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19, un dispositif de EPI, Personal Protecting Device, qui peut être fabriqué à domicile et qui ne nécessite qu'une imprimante 2D, une feuille de papier, une paire de ciseaux, un coupe-papier pour être construit. Pas de colle, pas de ruban adhésif et pas de compétences artisanales particulières. Contrairement aux EPI fabriqués industriellement, ces masques peuvent être adaptés dès sa conception, vraiment, aux caractéristiques et à la taille du visage de l'utilisateur. Ici, sur l'écran, vous avez le pattern de coupe et aussi un exemple sur mon visage.
Les processus de dépliage s'inspirent de récipients alimentaires en papier. Voici quelques étapes du pliage pour mieux comprendre comment ça fonctionne. D'abord, les plis sont repliés. Après le pliage, il s'assure de l'étanchéité du volume contenu dans le masque. Je parle de cette pli-ci. Euh, euh, alors, le pli, le pliage de ces plis assure l'étanchéité, mais aussi ce processus donne la forme polyédrique au volume final de cette couvre-visage. Euh, le clapet à double longueur, je parle de cette clapet ici, se replie sur les mesures du masque. À cette étape, entre les deux parties, un morceau de matériel filtrant peut être placé en option. Une autre option, c'est de ne pas couper cette trou ici pour avoir un masque en papier étanche. Si on décide d'utiliser un morceau de matériel filtrant, cette masque peut fonctionner comme un masque qui inclut un filtre. Les grands clapets, ça veut dire le clapet ci, sont repliés en séquence et fixés en ouvrant le petit clapet. Je parle de ce petit clapet ici, aussi ce petit clapet ici, sur leur côte. Alors, le petit clapet se déplie sur leur côte et le grand clapet sont fixés en place. La séquence se poursuit jusqu'à ce volume, jusqu'à ce que le volume complet soit plié. Et ici, le volume du masque est prêt. Et vous pouvez voir ici une courte animation de l'adaptation et du dépliage du masque. Le modèle est découpé. Le modèle c'est le modèle de découpe est calculé en continu pour toute variante du masque. Et vous avez ici, l'utilisateur change, bouge quelques points, et le modèle de découpe s'adapte à ces changements. Et tous les variantes de masque sont calculés automatiquement. Et vous avez ici un aperçu de pattern de coupe qui est résultat de ce processus de dépliage automatisé. Et ce processus utilise cet logiciel que je viens de vous présenter, en extension pour Grasshopper et Rhino qui s'appelle Ivy. Oui, et concernant la customisation de masques, j'ai créé une application de réalité augmentée fonctionnant sur les smartphones et les tablettes de nouvelle génération. Et dans cette application, l'utilisateur peut personnaliser l'ajustement et les dimensions du masque directement sur les visages. Ça veut dire en utilisant la réalité augmentée, l'utilisateur par touche peut changer la géométrie et peut l'adapter. La géométrie est déjà adaptée à des particularités du visage, mais l'utilisateur peut l'adapter un peu plus. L'ambition est vraiment d'inclure également dans l'application les routines de dépliage utilisées pour créer les motifs de coupe. Maintenant, ce n'est pas possible. Il faut ajouter un peu plus de code, particulièrement le code pour le dépliage, qui n'est pas présent dans le cadre de Unity 3D. Et pour l'instant, c'est seulement une preuve de concept. L'application est créée pour iOS en utilisant le moteur de jeu Unity 3D. Et c'est seulement pour faire des tests en utilisant la réalité augmentée, mais ce système de personnalisation sur visage fonctionne aussi avec des autres modèles qui peuvent être
adapté sur n'importe quelle particularité du visage de l'utilisateur. Et oui, c'est un développement qui est pour l'avenir. Comme je dis, je souhaite à créer un processus complet dans cette application de téléphone intelligent qui peut donner à l'utilisateur le pouvoir de recevoir des objets comme un service et pas vraiment des objets par la poste, mais des objets comme un service de façon gratuite. L'ambition, c'est de créer un masque qui est très bon marché, spécialement pour des marchés, pour des pays avec un grand degré de pauvreté où le choix pour le dispositif EPI, c'est plus petit et où les gouvernements n'ont pas la possibilité d'acheter d'équipements EPI industriels. Oui, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je pense qu'il y a une période de questions, non, à la fin Oui, de... on prend les questions, là. C'est Oui. ouvert à tous ceux qui ont des questions à poser à André. Merci Sinon, beaucoup pour la présentation. vous pouvez m'envoyer un email. L'adresse est sur l'écran. Merci. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Vous avez juste à activer votre micro et puis poser la question. Bon, en attendant, moi, j'en ai peut-être une parce que, dans le fond, André, tu as commencé en disant que tu étais architecte et développeur de logiciels. Je me Oui. suis demandé, c'est quoi le parcours de formation? C'est loin d'être classique, ça, en tout cas ici au Québec, là, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire les deux, l'architecture et puis l'informatique? Mais c'est un très grand intérêt que j'ai eu pour le numérique de mon début comme étudiant en architecture, mais quand j'étais étudiant, le numérique et surtout la conception générative n'était assez euh, connue. Les logiciels n'étaient là pour les possibilités sont plus vraiment pas assez beaucoup assez existants en ce temps. Alors, j'ai continué ma carrière comme architecte et après, quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai repris cette relation avec le numérique. J'ai vu qu'il y a déjà un grand intérêt pour conception sur mesure aussi dans l'architecture. Et après, avec le numérique, the floodgates opened. J'ai trouvé beaucoup de directions d'intérêt concernant la conception numérique. Et une de ces conceptions d'intérêt, c'était la conception sur les corps, la génération automatique de modèles de n'importe quel élément sur le corps humain et après beaucoup d'autres choses. Alors, je m'intéresse aussi aux génie structurel. J'ai produit quelques outils dans cette direction aussi. Et comme j'ai dit, fabrication digitale, c'était toujours un de mon intérêt, optimisation environnementale. Alors, j'ai beaucoup d'intérêts. La conception des logiciels, ça m'aide beaucoup à explorer n'importe quelle direction. Voilà. Et ton doctorat, il est en quoi exactement? Il est en architecture ou il est Et en... architecture et conception générative, oui. OK. Mais c'est plutôt pour l'architecture, oui. Puis là, Oui. oui, vas-y. Oui, seulement j'ai commencé à explorer des champs différents, je peux dire,
après, pendant mes deux postdocs aux États-Unis. OK. Ah, OK, c'est ça. Après ton doctorat, tu es allé faire des postdocs où, Oui. puis pour faire quoi? Ah oui, alors j'ai déjà mentionné, j'ai fait un postdoc avec une bourse Fulbright aux États-Unis, Université de Californie à Berkeley, so UC Berkeley. Et après, une autre, ça c'était 2015-2016, côte ouest. Et après, sur la côte est, l'Université de Pennsylvanie, en Philadelphie. Là-bas, j'ai créé un logiciel pour optimisation structurelle de façon générale, pas vraiment, pas seulement pour des bâtiments, mais pour des optimisations structurelles en utilisant la graphique statique qui est une façon assez intuitive de créer des structures optimisées en utilisant la géométrie seulement et pas vraiment des calculs très compliqués qui sont vraiment des black box pour les concepteurs, pour les designers. Mhm. Est-ce que tu vois un usage des approches que tu proposes, des outils que tu proposes pour fabriquer des exosquelettes, par exemple? Oui, oui, j'ai déjà commencé à discuter avec quelques gens ici au Québec pour voir s'il y a un intérêt sur cette conception des exosquelettes aussi. Mais surtout, je m'intéresse, comme j'ai dit, pour des approches qui sont qui sont très bon marché, qui utilisent beaucoup de techniques, qui utilisent une technique qui est très accessible à beaucoup de monde et qui sont basés plutôt sur la forme, qui est sur des appareils très sophistiqués, des actuateurs, des moteurs. Ça veut dire que je n'exclus pas une approche comme ça, mais je pense que encoder, utiliser le pouvoir du matériel plutôt que de je ne sais pas, de l'électronique pour créer de logiciels. Alors, je parle ici de dispositifs compliants, de flexures, d'éléments comme ça qui peuvent être intégrés dans quelques parties d'un design génératif comme je viens de vous présenter et qui peuvent servir à des directions comme vous direz, aussi comme des exosquelettes, mais surtout, j'ai pas je ne maîtrise pas cette direction de génie mécanique, électronique. Ma partie d'intérêt, c'est plutôt la géométrie, la forme générative, et, oui, tout les choses qui sont liées au numérique, la géométrie. Est-ce que ça, c'est en façon générale de... Ce serait comme des exosquelettes passifs de par Oui, leur forme et leur oui, pliage, on va dire, vont pouvoir renforcer oui, dans certaines directions, puis oui, oui, oui. laisser aller pour les autres là, quand il n'y a pas besoin de renfort. Oui, oui, oui. Alors, pas vraiment en fonctionnalité assez grand, assez ambitieux comme les autres initiatives que j'ai vues, mais quand même, je pense qu'il y a un marché très grand pour les soins médicaux, pour l'adaptation, qui peuvent utiliser les exosquelettes avec des dispositifs très, très simples qui utilisent le forme, l'origami, des trucs comme ça pour aider les gens dans leur processus de réhabilitation. Dans le fond, ben, si on regarde l'armure de Iron Man, là, on voit le recoupement de feuilles là, bien agencé pour faire une mobilité, avoir une mobilité. Oui, oui, Si on rêve un peu. si ce sujet de Iron Man, ça revient, oui, je pense que c'est un bon objectif
beaucoup de monde qui travaille dans ce secteur, non? Je vais en relancer pour des questions si jamais Je pense qu'il y a une question l'auditoire. dans le chat aussi. Oui, OK, allons là. Est-ce que Ivy prend en compte l'épaisseur du matériel et les rayons de courbure des arêtes? Non, c'est une très bonne question. Pas vraiment pour le moment. Ivy, ça prend compte de la surface comme une épaisseur zéro au début. Alors, le travail est plutôt pour des surfaces qui sont une épaisseur très basse. Mais il y a des outils qui l'utilisateur peut utiliser pour prendre compte d'une épaisseur plus grande. Mais cette direction n'est pas vraiment exprès béquée, pas vraiment exprès inscrit dans l'outil IB. Euh, cela dit pas vraiment pour le moment. Mais oui, je suis toujours en train améliorer mes créations. Alors, peut-être que dans une version ultérieure. D'autres questions? Vous pouvez m'envoyer aussi, si vous avez des questions de façon générale, j'aimerais discuter sur ces domaines d'intérêt. Vous pouvez m'envoyer un email aussi. J'en vois plein qui n'ont pas l'habitude d'être gênés, là, mais il ne faut pas hésiter là, à prendre la parole en décrochant votre micro. Peut-être, sinon, juste pour t'informer, il y a une école d'été qui se prépare sur les exosquelettes et les outils d'assistance et d'entraînement au mois de mai. Fait que ça peut être intéressant si Oui. tu as de l'intérêt pour les exosquelettes. Il y a quand même des groupes de recherche à l'intérieur d'Inter qui s'intéressent à ces dimensions-là. Même chose pour les prothèses, orthèses. Il y a des chercheurs dans l'Inter qui s'intéressent à ces questions-là. C'est-tu encore pratique courante de faire des plâtres ou c'est vraiment maintenant des supports comme ça imprimés là, qui devient la norme de plus en Mais plus? je travaille je travaille vraiment pas directement avec les hôpitaux. Alors, je ne sais pas si, mais c'est toujours le plâtre. Est-ce que j'ai compris bien la question? Oui, c'est ça. Ouais. Moi, Ah oui. j'ai rien eu de cassé, ça fait longtemps. Là, donc, puis mes enfants ont survécu aussi. Donc, à date, je suis chanceux, mais j'ai aucune idée si je voyais des attelles souvent là, avec du velcro. Mais Là, je sais qu'il y a aussi une entreprise québécoise qui travaille sur des sujets similaires, mais je ne sais pas s'ils travaillent plutôt sur des orthèses ou des prothèses. Mais il y a la technologie, surtout la technologie qui est automatisée, la création automatisée de ces modèles 3D pour les orthèses et l'encapsulation dans un point of care pour les hôpitaux, ça n'existe pas vraiment en ce moment maintenant. C'est plutôt un souhait, un plan, quelque chose qui est un prototype qui existe, mais seulement comme des prototypes dans un ou deux hôpitaux en Europe maintenant, sont testés comme ça. À ma connaissance, la technologie du plâtre est toujours bien appréciée là, parce que c'est pas cher, c'est bien maîtrisé. Aussi, les propriétés changent avec le temps. Le plâtre devient un peu plus mou avec le temps. Ça, c'est quasiment bien vu. Là. Ça accompagne, je pense, pour avoir déjà discuté, mais ça fait comme plusieurs années. Là. Je ne me souviens plus dans quelle conférence puis avec qui, là, mais un médecin qui m'avait dit ça, que le plâtre ramollit un peu avec le temps. Alors, ça accompagne bien le processus de guérison. Là, mais, moi, mon frère avait tellement souffert avec son plâtre, là, il se grattait, ça le piquait. C'est chaud, par contre, ouais. Il y avait de l'inconfort, tandis qu'avec, je me disais ça, tu le détaches, tu l'enlèves, tu te laves, tu le remets. En tout cas, bref, je voyais des avantages. C'est sûr.
Karina, tu avais activé ta caméra, peut-être parce que tu voulais poser une question. Ben, en fait, j'avais le complément de ça. Là. Il existe des splints qui peuvent mettre aussi, qui peuvent remplacer des plâtres, là, puis différentes choses. Mais c'est un peu, en fait, je pense que ça a déjà été répondu un petit peu. Ben, tout d'abord, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Je je pense qu'indirectement, vous avez répondu à la question quand vous avez dit que c'est dans certains hôpitaux qu'il y a en Europe ce processus-là, parce que je me demandais si c'était vraiment pour les cassures, justement, parce que quand même, normalement, tu te présentes à l'hôpital, tu fais la radio, tu veux repartir avec le plâtre ou la telle comme telle. Donc, le délai de production, comment ça s'ancrait dans le processus? Oui. Le désir, c'est d'avoir un processus qui est fini dans 2h30, 3 heures. Alors, c'est quelque chose qui est envisageable, même si le patient utilise une solution temporaire pendant quelques heures. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, la façon traditionnelle avec une imprimante FDM, seulement l'imprimation 3D peut durer 10 heures, demi-jour. Alors, c'est beaucoup, mais c'est la technologie. Mais la technologie est en train de s'améliorer. Il y a des imprimantes qui sont très rapides, mais ça prend toujours quelques heures. Au moins quelques heures. Oui. Merci. Un plaisir. Philippe. Ben, juste rajouter qu'il y a toutes les orthèses là, qui sont utilisées en ergothérapie dans toutes sortes de populations pour stabiliser des articulations, mais permettre le mouvement. Là. Je pense à toute la thérapie de la main après AVC, pour le pied, pour toutes sortes de problèmes neurologiques aussi, ou bien pour stabiliser quand c'est des problèmes orthopédiques comme arthrite ou autres douleurs. Donc, il y a quand même tout un domaine là, de fabrication d'orthèses, autres les cassures. Là. Alors, peut-être ça peut être intéressant là, de regarder. Il n'y a pas tant de recherche. Je dirais que dans les départements que je connais, Université de Montréal, McGill, je dirais que c'est beaucoup des chargés de cours. C'est très clinique appliqué. Et il n'y a pas, à ma connaissance, beaucoup de recherche dans ces domaines-là. C'est beaucoup du savoir expérientiel là, des cliniciens qui se spécialisent dans ça, mais c'est encore enseigné, là, la conception d'orthèse en ergothérapie, puis ça reste pour toutes sortes de domaines, enfants, adultes, personnes âgées. Mais il y a sûrement des développements à faire là. Moi, j'aurais une question pour Philippe, là, pour ce que vous venez de discuter. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à avoir, dans ces prothèses-là imprimées 3D, des capteurs qui pourraient déterminer la force, la déformation du bras? Là, je pense plus aux dernières applications que vous avez parlé là, sur la réadaptation, en fait, là, plus que d'un membre cassé. Une question pour moi, ben, je pense que oui, là, ça serait vraiment, oui. Je pense qu'il y aurait clairement, mais peut-être une question à André aussi, si on pourrait incorporer des capteurs là, dans les. Oui. Ça pourrait être super intéressant, effectivement. Mais je pense que l'incorporation des capteurs est assez facile, seulement avoir de petits espaces où les sensors. Oui, mais l'idée, c'est d'intégrer l'information avec l'ensemble de l'orthèse et après avoir une possibilité de changer la géométrie, je pense, non, en utilisant les données qui sont captées par les senseurs, non? Ça, c'est assez intéressant. Oui, mais... Oui. Merci. Ben, ça fait le tour. C'était surtout voir si le monde sont prêts à payer pour avoir ces informations-là de plus. Puis est-ce que les informations sont pertinentes pour le médecin ou même l'utilisateur? Ben, comme n'importe quelle technologie en santé, il faudrait les convaincre là, ou faire du co-développement, bien connaître le. C'est pas un milieu que moi je connais très bien personnellement. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Il faudrait aller parler dans les services d'orthèse-prothèse, des centres de réadaptation, les cliniciennes qui travaillent en thérapie de la main.
ce serait des conversations à avoir avec ces gens-là, voir s'il y a un intérêt, puis tout ça, là. C'est quelque chose qui pourrait s'organiser assez facilement. OK, parfait. Peut-être une autre question de ma part pour Andrei. Dans le cadre des techniques de pliage, c'est quoi le plus petit que vous pouvez aller chercher? Donc, le jeu de flexibilité qu'on peut aller chercher parce que le masque, finalement, il n'y a pas tant de plis que ça pour venir faire le. Mais est-ce qu'on peut penser vraiment avoir quelque chose qui est tellement fin ou tellement plié qu'on peut aller Oui. chercher vraiment des détails? Oui, mais je pense que la limite, ce n'est pas vraiment le processus numérique, c'est le processus de fabrication physique. Alors, la dimension de votre doigt, pour exemple, même si on utilise une autre procédure de fabrication, oui, on peut aller jusqu'à un nanoscale peut-être, je ne sais pas. Il y a aussi des robots origami, de petits robots origami, mais les gens ne le plient pas, les robots, ils sont plient eux-mêmes, je pense. Alors, oui, il y a beaucoup d'intérêt sur cette discussion et aussi le processus de pliage a cette dimension physique qui est très liée à la nature du matériel, non? Et pas vraiment sur la nature du numérique. Alors, j'ai créé cette appli avec des outils qui sont plutôt numériques, alors qui facilitent l'exploration de la géométrie, mais c'est à l'utilisateur d'avoir l'information sur les matériaux. Et oui, et ça, c'était une bonne question, je pense, par Nicolas, avec l'épaisse de matériel. Ça, c'est quelque chose qui aussi des autres gens ont mentionné en utilisant. Mais peut-être que vous ne savez pas, mais Grasshopper, c'est un ensemble de scripting qui est un ensemble des outils, beaucoup des outils qui sont interconnectés, les gens peuvent interconnecter. Il y a beaucoup de fonctions, d'autres fonctionnalités qui peuvent être ajoutées à Ivy pour augmenter cette discussion de l'épaisse de matériel. Alors, c'est possible. C'est certainement possible d'explorer n'importe quelle épaisse, n'importe quel matériel et aussi simulation de pliage d'un certain matériel, ça peut être aussi utilisé dans l'espace numérique pour créer une meilleure géométrie imprimable qui peut être coupée. Super, merci.